Bonjour à tous. 141 km de routes qui vont être réhabilités dans la commune de Koumassi, zone sud d'Abidjan. Le projet entre dans sa phase active et le maire de la commune vient d'annoncer le démarrage des travaux. La Bissa, célébration du nouvel an chez l'Enzima Kotoko, bat son plein à Grand Bassam. Et en cette période, les Komians jouent un rôle important. Ces féticheuses sont celles qui protègent le peuple tout entier. Et l'élection législative en Birmanie de ce jour enregistre un taux de participation de 80%. C'est le premier scrutin libre depuis 25 ans. Bienvenue dans le 13h de ce dimanche 8 novembre. Merci d'être avec nous sur RTI 1. L'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système classique, c'est une décision de l'État ivoirien. Comment cette intégration va-t-elle concrètement se faire? Les élèves qui en sortent sont-ils au même niveau que ceux du système classique? Quels débouchés après la formation dans ces écoles? Le directeur national de l'enseignement confessionnel islamique est avec nous. Bonjour, monsieur Karamoko Bandé Abdoulaye. Bonjour madame. Eh bien, nous reviendrons à vous pour répondre à toutes ces questions tout juste après le point de l'actualité. Dans le district sanitaire de Mans, le centre de transfusion sanguine a reçu du matériel biomédical pour pouvoir faire des examens sur place et les enfants atteints de malnutrition sont désormais pris en charge par une unité thérapeutique nutritionnelle. Ce sont des projets réalisés par Save the Children et ses partenaires. FBOE. Dame Victoire Do peut rentrer chez elle dans son village situé à 30 km de Mans avec son petit garçon âgé de 3 ans. Elle a séjourné à l'unité nutritionnelle thérapeutique UNT du CHR de Mans avec son fils qui souffrait d'une malnutrition. Mon enfant était malade, ça était fini, on dit d'envoyer à Mans. Je suis venu, on a bien traité. Il est guéri. Comme Victoire Do, de nombreuses mères viennent ici à l'UNT pour la prise en charge de leurs enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Une action rendue possible grâce à l'ONG internationale Save the Children et son partenaire Odafem, sous financement de SIDA CSO. Un appui au district sanitaire de Mans et environ visant à améliorer l'état nutritionnel des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de 0 à 5 ans. Un bâtiment entièrement réhabilité et équipé remis aux autorités administratives. Une bouffée d'oxygène pour de nombreux enfants atteints de malnutrition en provenance de plusieurs régions. L'unité nutritionnelle et thérapeutique que nous tenons ici, ça veut être l'unité de référence, de toute la région. Mais je veux dire que notre aura a dépassé la région du Tonkoui. Des enfants en provenance de Touba, en provenance d'Odiéné. Et mes collaborateurs ont pu me souffler que monsieur le directeur, on a une fois reçu, plus d'une fois déjà, une dame en provenance d'Abidjan avec enfants malnutris et il y a eu du succès ici. Après donc le CHR, Save the Children a aussi relevé le plateau technique du centre de transfusion sanguine CTS de Mans grâce à un de ses bailleurs. Il s'agit de la remise d'une chaîne d'ELISA. Ce matériel permettra au CTS de Mans de faire la qualification biologique des collectes de sang sur place sans toutefois attendre l'appui des autres centres accrédités. La communauté musulmane de la commune de Cocody a organisé une journée de don de sang. La motivation première, sauver des vies à travers cet acte bénévole et gratuit. Le besoin de sang dans le pays est estimé à plus de 230 000 poches selon le Centre national de transfusion sanguine. Moussa Konaté. Donner son sang est un acte bénévole et gratuit. Les fidèles de la mosquée des cités du lycée technique de Cocody passent à l'acte. Ils répondent ainsi à l'appel de leur imam en donnant 450 ml de leur sang pour aider à préserver des vies. Le sang, c'est la vie. Et je sais que les besoins sont très importants, mais malheureusement, les gens ne pensent pas souvent à venir donner un peu de leur sang. Donc il faut penser à venir donner le sang pour sauver des vies. Le sang que je donne, je ne sais pas où ce sang serait destiné un jour, peut-être à un de mes parents, je ne sais pas. Moi, je suis en bonne santé, mais il y a des gens qui sont malades et qui ont besoin de sang. Il s'agit tout simplement de répondre à l'appel de la vie. Lorsque nous savons que ceux qui sont les victimes de pénurie du sang sont d'abord des enfants et ensuite les accidentés et autres. Et rien ne peut remplacer le sang. Donc nous avons choisi de faire ce don ultime pour aider tous ces malades, toutes ces personnes qui ont besoin de sang, mais aussi montrer aux yeux du monde entier que donner son sang, c'est islamique. Autre lieu au quartier Agbeikwa à Abobo, siège de la communauté islamique Mohammadiyat. Sous cette bâche, plusieurs personnes accomplissent les différentes étapes du don du sang.
Vraiment, il y a un manque de sang. Donc nous avons pensé comme ça, en donnant aussi le sang, on peut contribuer aussi dans la santé. Ce n'est pas normal que dans nos hôpitaux, que le sang manque. Toute la communauté musulmane doit, n'est-ce pas, se mobiliser pour essayer de trouver une solution adéquate à ce problème. Alors donc, nous sommes en train de donner une partie des solutions, parce que c'est un sacerdoce pour nous. Le sang, ce liquide précieux, ne se produit pas de manière industrielle. Pour être à l'abri du besoin, la Côte d'Ivoire doit réunir plus de 230 000 poches de sang par an. Les populations sont donc invitées à donner de leur sang pour sauver des vies. À Koumassi, commune du sud d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le projet de réhabilitation des voiries entre dans sa phase active et ce sont 41 km de route qui sont concernés. Frédéric Oulaï, Alexis Ouedraogo. Ce qu'on passe ici, c'est gênant pour nous. Le réseau routier à Koumassi est défaillant, complètement défaillant. Nous n'avons pas de route. Depuis quelques années, le réseau routier est largement affecté. Nids de poules et eaux usées sur les voies principales de Koumassi seront bientôt de vieux cauchemars pour les populations de la commune. Le réseau routier va être restauré. Le maire Louis Raymond a annoncé le début de l'exécution des grands travaux des réhabilitations des voies. Nous avons eu des oreilles attentives au niveau des décideurs de l'État, au premier chef, son Excellence le Président de la République. Et nos démarches auprès des autorités ont porté leurs fruits et nous avons un début d'exécution des travaux. En tout cas, nous fondons beaucoup d'espoir dans ces travaux. Nous pensons que ça devrait pouvoir conduire à la fin du cauchemar des habitants de Koumassi. Pour ces travaux, nous avons mené des démarches dans toutes les directions. Nous avons eu plusieurs rencontres avec le ministre des Infrastructures économiques qui nous a promis son appui. Nous avons déposé aussi des dossiers auprès du PPU. L'exécution de ce projet financé par la mairie de Koumassi et l'État de Côte d'Ivoire devrait permettre de donner un visage nouveau et booster les activités économiques de la commune. Nous pensons que Koumassi devrait pouvoir avoir un visage reluisant, avoir une certaine fluidité dans la circulation pour que les opérateurs économiques ne perdent pas leur temps dans la circulation au lieu d'être au travail. L'impact, il est réel pour l'économie, il est réel pour le quotidien et puis il est réel aussi pour la santé. Plus de 41 km de routes sont prises en compte par le projet qui impactera les boulevards du Cameroun, du Gabon, du Caire du 7 septembre. 7 milliards de francs CFA sont mobilisés pour cette réhabilitation. Dans le domaine des médias, un nouveau président est depuis hier samedi à la tête de l'Union internationale de la presse francophone, section Côte d'Ivoire. Il ressort de l'Assemblée générale élective que c'est Adama Koné qui succède à Alfred Damboussa. Le reportage de Franck Oulaï est commenté par Alexis Ouedraogo. L'Union internationale de la presse francophone, section Côte d'Ivoire, a un nouveau président. Adama Koné, journaliste à la RTI, remplace Alfred Damboussa. Le président sortant s'est dit satisfait du travail abattu et encouragé son successeur. Je voudrais vous dire sincèrement merci pour le choix que vous venez d'opérer. Koné, durant tout le temps que nous avons passé à la tête de la section, le temps que nous avons passé à la présidence internationale, Koné a été, de tous ceux qui étaient membres du bureau, celui qui a été le plus présent, celui qui a été le plus dévoué. Adama Koné a salué la confiance mise en sa personne. Il a présenté les lignes directrices de son mandat. C'est un gage de confiance et nous devons, notre génération, de faire en sorte que les acquis obtenus par nos prédécesseurs soient consolidés davantage et que nous puissions, par nos actions, apporter quelque chose, apporter un plus à l'UPF en Côte d'Ivoire. L'Union internationale de la presse francophone, créée en 1950, aura sa 44e assise à Lomé du 26 au 28 novembre prochain. Thème choisi, place et image de la femme dans les médias. La journée du manuscrit francophone 2016 va se tenir au Palais de la Culture d'Abidjan. Elle offre aux auteurs de toute la francophonie la possibilité de publier facilement et gratuitement leurs livres avec une diffusion auprès de toutes les librairies. Hervé Blé. La 3e édition de la journée du manuscrit francophone a réuni à Paris auteurs, libraires, éditeurs de toute la francophonie. À l'honneur, plus de 150 auteurs de 35 nationalités. L'événement leur offre la chance de se faire connaître
dans tout l'espace francophone, voire dans le monde. Le grand lauréat de cette journée du manuscrit francophone 2015, il est donc attribué à Madame Pauline Pucciano. Partenaire privilégié de l'édition 2015 de la journée du manuscrit francophone au siège de l'UNESCO à Paris, la délégation permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO et le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, au nom de monsieur Maurice Kwaku Bondaman, lui-même écrivain, de féliciter les lauréats de ce soir qui voient leurs manuscrits édités. Ils ont prouvé qu'ils ont du talent. Je leur souhaite d'avoir une abondante production littéraire et une grande notoriété. La journée du manuscrit souhaite offrir aux auteurs l'opportunité de voir leurs livres publiés à l'occasion d'une grande célébration. L'initiative qui fédère des dizaines de milliers de personnes autour des réseaux sociaux ouvrira ses prochaines pages en Côte d'Ivoire. Maurice Bondaman, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, a été le parrain de la journée du manuscrit francophone. La journée du manuscrit doit beaucoup à la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi nous avons vraiment le plaisir d'être l'année prochaine pour la prochaine journée du manuscrit à Abidjan. Rendez-vous est donc pris pour la 4e édition de la journée du manuscrit francophone à Abidjan et c'est en 2016. Une autre journée, elle, est consacrée à l'écrivain africain et célébrée tous les 7 novembre. Pour l'initiateur l'UNESCO, elle permet à chacun de s'interroger sur la place et le rôle de l'écrivain comme acteur social. Le président de l'Association ivoirienne des écrivains s'est prononcé sur la question dans ce reportage de Franck Quadio et Yasmina Kanga. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les requêtements des mourants. Des lignes d'un livre comme un exutoire aux maux de la société. Le travail de l'écrivain, guidé, orienté, émerveillé, un acquis au fil des années, de Senghor à Zadi Zaourou jusqu'à Serge Abilé. Aujourd'hui, un engagement bien remarqué. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a permis de comprendre que la vie n'est pas vraiment ce qu'on pense. Voilà. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Voilà. Donc la réalité, parfois notre réalité est différente de la vraie réalité. Donc je peux dire, les écrivains nous permettent de revenir sur terre en fait. De l'écrivain, il a un rôle beaucoup plus éducatif. Voilà, il instruit beaucoup, il nous apprend beaucoup et nous permet aussi de découvrir beaucoup de choses qu'on ignore sur terre. Une connaissance cependant livresque de l'impact social de l'écrivain. Pour Josué Guébo, président des écrivains de Côte d'Ivoire, celui-ci devrait jouer davantage sa partition. Il faut éviter d'assigner un rôle univoque aux écrivains. Vous savez que les écrivains sont des hommes de liberté, sont des créateurs et la création n'est jamais aussi intéressante que quand elle est marquée par la liberté. Quelques pesanteurs existent, ce sont des pesanteurs liés aux difficultés de l'édition, à la donne économique, mais je crois qu'en termes d'espace de liberté, on peut estimer que les écrivains jouent leur rôle parce que le champ est ouvert. Mais n'oubliez pas que l'écrivain écrit aussi dans un espace mondialisé. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information, on n'est plus confiné dans un espace géographique restreint. Entre-temps, ils sont nombreux affirmant avoir perdu le plaisir de lire, pas forcément la faute aux écrivains. Dans notre commune, il n'y a pas de bibliothèque pour amener les jeunes à lire. Parce que s'il y avait des bibliothèques dans certaines communes, on se dit, bon, ok, aujourd'hui je vais dans telle bibliothèque prendre un livre, lire quand même, mais il n'y a pas. Il y a ce qu'on livre, c'est vrai. Eux, ils doivent apporter, c'est-à-dire ils doivent nous instruire, ils doivent apporter l'éducation. Mais ce qu'on voit, c'est-à-dire physique, l'éducation des jeunes, de toute façon les jeunes se comportent, on voit que c'est différent. Voilà, bon. On ne peut pas aussi accuser les auteurs, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est eux qui font ça. Remettre au goût du jour la question de l'importance de l'écrivain dans la société, créateur d'art littéraire, le sens de cette journée du 7 novembre consacrée à l'écrivain africain. Une journée initiée depuis 1992 à Dakar par l'Association panafricaine des écrivains et vulgarisée par l'UNESCO. Pour cette année, les écrivains ivoiriens ont décidé de célébrer le chantre de la littérature ivoirienne, Bernard Benlin Dadier. L'Enzima Kotoko célèbre cette année la Bissa, la fête du Nouvel An du 1er au 8 novembre. À cette période, les comians, c'est-à-dire les féticheuses, jouent un rôle très important. Elles sont chargées de protéger le peuple. Victorien Angoua.
La préservation de la cohésion sociale et de toute calamité est le fait des Komiens ou féticheuses dans la tradition Nzema. Les Komiens ont aussi un rôle de guérison et de protection du peuple. Il y a des garçons qui viennent t'expliquer des problèmes, tu vois. Mais nous, on est là pour arranger. On n'est pas là pour gâter. Si le monsieur, on doit appeler la femme pour parler entre les deux, on les appelle et puis on arrange. Mais si la femme aussi vient, vous voulez nous voir que mon mari, je veux que je l'attache. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Dieu nous a créés pour aider les gens, mais on ne nous a pas créés pour tuer ou bien pour attacher. Pendant 2 semaines, ce rôle est mis en veilleuse au profit de la Bissa. C'est en fait la Bissa qui reprend ce rôle de cohésion à travers la critique sociale. La critique sociale reflète la notion de démocratie Nzima dans toute sa plénitude. Ici, toutes les barrières sociales sont levées. Le peuple dénonce ou magnifie selon les actions menées par tout membre de la communauté, y compris les hautes autorités royales et coutumières durant l'année écoulée. Nul n'a le droit de se fâcher. C'est un bilan qui assure l'équilibre social du peuple et les chansonniers ne peuvent être poursuivis ni sanctionnés après leurs critiques. Au cours de la journée du jeudi, les chansonniers Ananzin d'Azuriti ont salué les performances du président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Amichia, lui qui a réussi à positionner la Bissa au plan international. À Djekanou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, l'heure est aussi à la fête. L'intronisation du nouveau chef de canton a donné lieu à une célébration traditionnelle. Le chef a ensuite reçu ses attributs administratifs. Mamadou Kwasi. La ville de Djekanou, située dans la région du Bélier, en fait, Mbra Kwaku Rémi, est installé chef de village de cette localité du centre de la Côte d'Ivoire. Une intronisation faite dans la pure tradition Akan, avec pour nom de règne Nana Loukou Yao II. Il a reçu ses attributs de chef des mains du chef de canton, Fafouad du Sud, faisant de lui le 6e chef de village de Djekanou. Nanan Loukou Yao II a pris l'engagement de travailler selon les us et coutumes qu'incarne le canton. Il place son règne sous les signes de la solidarité et de l'union pour le développement de leur village. Des propos soutenus par les cadres qui ont décidé de l'accompagner dans la réussite de sa mission. Le préfet du département de Djekanou, en lui remettant l'arrêté de nomination, lui a demandé de travailler en réunissant sa population autour des valeurs de paix et de pardon pour le développement de leur village. Julie Akaka Blanc a exhorté la population de Djekanou au respect et à la soumission des décisions de Nana Loukou Yao II, car auxiliaire de l'administration. Au cadre, le préfet demande de s'investir davantage pour le développement de leur département. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette cérémonie d'intronisation du 6e chef de village de Djekanou. 3e édition des Poro Music Awards, c'est une cérémonie de distinction qui honore et célèbre la musique ivoirienne, africaine et de la diaspora. 8 artistes ont été récompensés dans 12 catégories différentes. Nous Sangaré et Serge Coléa. Ismaël Isaac et le groupe Zouglou Makers sont les 2 grands vainqueurs de la 3e édition des Poro Music Awards. Le reggaeman Glan 3 Louri, meilleur clip vidéo, meilleur artiste masculin de l'année 2015 et meilleure vente de l'année 2014 avec plus de 16 000 disques vendus. Quant au faiseur de Zouglou, il remporte le prix du meilleur espoir masculin et du meilleur album de l'année. Par cette situation difficile, ces prix viennent nous apporter de la force afin de continuer à faire du travail, afin de continuer à promouvoir la culture ivoirienne. On remercie le Seigneur, on remercie tous nos fans aussi qui n'ont pas cessé de voter et puis on remercie David Taïro. Au cours de cette soirée, 8 autres artistes ont été distingués, dont Serge Beno, élu meilleur artiste coupé décalé de l'année 2015. Célébrer et honorer la musique ivoirienne, africaine et de la diaspora dans toute sa diversité, c'est l'objectif des Poro Music Awards. Mais pour cette 3e édition, seuls les artistes ivoiriens ont été primés. C'est une très bonne chose que nous ayons instauré le Poro depuis 3 ans. Cela participe, n'est-ce pas, de l'émulation, n'est-ce pas, dans le milieu artistique. La spécificité de cette édition qui s'est concentrée sur les artistes nationaux nous a montré la bonne qualité de ce qu'on a en Côte d'Ivoire ici en matière artistique et notamment en particulier dans le domaine du chant et de la musique.
Mis en compétition dans 12 différentes catégories, le choix des lauréats était soumis à l'appréciation du jury et au vote du grand public. Poro Music Award se tient annuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre du Festival des musiques du monde d'Abidjan. Sur le reste du continent, l'actualité est marquée aujourd'hui par l'ouverture de la campagne électorale au Burkina Faso. Ce double scrutin présidentiel et législatif, initialement prévu pour le 11 octobre, a été reporté au 29 novembre suite au coup d'État avorté. 14 candidats sont en lice pour la présidentielle. Elle est jugée cruciale pour l'avenir du Burkina Faso, dont l'histoire est marquée par plusieurs coups d'État. 30 millions de Birmans ont été appelés aujourd'hui aux urnes pour choisir leurs parlementaires. Le taux de participation est élevé à 80% pour ces premières élections libres depuis 25 ans. Les enjeux sont importants puisque le Parlement devra ensuite désigner le président. Alexis Ouedraogo. Première élection libre en Birmanie depuis plus de 25 ans. Ce dimanche, les bureaux de vote ont fermé à l'heure prévue avec une participation de 80% selon les premières estimations. Aucun résultat définitif ne devrait être annoncé avant plusieurs jours. L'opposante Aung San Suu Kyi est donnée favorite. Après la fermeture des bureaux, la mission d'observateurs européens a assuré n'avoir pas observé de fraude, indiquant toutefois que tout pourrait encore arriver lors du décompte ou du transport des urnes. Ce scrutin est considéré comme un test du succès éventuel de la transition démocratique dans le pays. La plupart des 30 millions de Birmans appelés à s'exprimer ce dimanche n'avaient jamais voté de leur vie. L'opposition et les observateurs ont toutefois noté quelques problèmes. Chaos du vote anticipé à l'étranger, impossibilité de voter pour des centaines de milliers de Rohingyas musulmans, annulation du vote dans des régions en proie à des conflits ethniques. Au total, plus de 90 partis étaient officiellement en compétition, dont certains seront clés dans le jeu des alliances. Au-delà des législatives, l'enjeu est l'élection du président par le Parlement. Dans quelques mois, Aung San Suu Kyi, empêchée d'accéder à la présidence par la Constitution, a prévenu qu'elle serait au-dessus du président en cas de victoire de la LND. Il n'y aura pas de guerre ni de génocide au Burundi. On ne permettra pas que ce pays retombe dans ses vieux démons. C'est ce qu'a affirmé un conseiller de la présidence burundaise. Et pendant ce temps, les quartiers contestataires du nord de Bujumbura se vident après l'expiration de l'ultimatum lancé aux opposants par le président. Les États-Unis ont dépêché un émissaire sur place pour appeler à la médiation régionale et à mettre fin à la violence. Dans le sud-est du Niger, plus de 47 000 personnes ont fui leur village depuis février en raison des attaques de Boko Haram. À la date du 30 septembre, l'ONU a constaté une crise sécuritaire très aiguë et recensé 62 attaques de Boko Haram ou des combats avec l'armée nigérienne dans la zone. Au Brésil, pompiers, militaires et équipes de défense civile engagent une course contre la montre pour sauver des vies. Environ 60 millions de mètres cubes de boue ont englouti le village de Mariana. Un mort et 25 disparus selon un bilan officiel encore très partiel. Les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Un centre d'aide de dons a été créé. Alexis Ouedraogo. Cette fin de semaine, des véhicules tout-terrain dans ce village brésilien englouti par la boue. Les familles cherchent encore désespérément des proches disparus. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a annoncé l'état d'urgence dans la région de Bento Rodrigues, un village de 620 habitants totalement ravagé. Transmettant sa solidarité aux familles des victimes, Mme Rousseff a exigé une enquête rigoureuse sur les causes et les responsabilités de cette catastrophe qui a fait au moins 17 morts. Dévastée par cette coulée de boue de 60 millions de tonnes de déchets de minerais de fer, Bento Rodrigues ressemble aujourd'hui à une ville fantôme immergée dans la boue. La coulée a emporté sur son passage des maisons entières, des camions, des voitures. Les 500 personnes secourues dans la journée ont été décontaminées avec des bains d'eau et de savon. L'accident s'est produit jeudi dans l'état de Minas, à une vingtaine de kilomètres de la ville coloniale de Mariana. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a appelé à la fin de l'économie de rente, cela pour favoriser le développement du Sahara occidental. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de la marche verte marocaine. Alexis Ouedraogo. Le Maroc célébrait cette fin de semaine les 40 ans de la marche verte. Mohamed VI est arrivé à La Ayoune vendredi en visite officielle.
Saluant la foule, il a parcouru la ville en voiture afin de marquer cette date historique. La marche verte avait été organisée par son père Hassan II pour revendiquer l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Quelques 350 000 Marocains ont participé à cette marche au départ du colonisateur espagnol en 1975. 4 décennies après, ce vaste territoire d'un demi-million d'habitants continue toutefois d'être revendiqué par des indépendantistes du Front Polisario. Soutenu par Alger, il réclame un référendum d'autodétermination et rejette le plan d'autonomie présenté en 2007 par Rabat. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991 et l'ONU compte une mission, la MINURSO. Les efforts de médiation entre l'émissaire Christophe Ross sont en revanche dans l'impasse. Bienvenue dans le magazine du dimanche. Nous parlons aujourd'hui de l'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système classique. Comment cette décision de l'État ivoirien va-t-elle s'appliquer? Les élèves qui en sortent sont-ils au même niveau que ceux du système classique? Quels débouchés ont-ils après la formation dans ces écoles islamiques? Avec nous pour répondre à ces questions, le directeur national de l'enseignement confessionnel islamique. Rebonjour, Monsieur Karamoko Bandé Abdoulaye. Bonjour madame. Alors nous allons démarrer par un reportage. Depuis près de 5 ans, l'État ivoirien s'est fixé pour objectif un taux de scolarité de 100% d'ici à 2020. Cela passe nécessairement par l'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système classique. Astou Touré et Sita Soro. 209 établissements islamiques viennent intégrer le système éducatif officiel. Le nombre de ces établissements passe ainsi de 116 en 2012 à 365 en cette année 2015. Ce, à l'issue d'un nombre d'évaluations démarré en 2011 par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les 209 établissements retenus représentent 31,36% de l'effectif des 1072 écoles visitées. Cette intégration des écoles confessionnelles islamiques au système éducatif formel est un processus nécessaire qui permettra d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD, assurant l'éducation primaire à tous les enfants. Démarche conforme à la vision de l'État des Côtes d'Ivoire qui rend l'école obligatoire pour tous les enfants de toutes les couches sociales de 0 à 16 ans. Afin qu'ils puissent s'épanouir, intégrer harmonieusement le tissu socio-professionnel et participer au développement de leur pays. Initiative qui vient redorer l'image de l'école islamique longtemps restée en marge du système éducatif officiel. Alors, Monsieur Karamoko, qu'est-ce qu'on entend par école confessionnelle islamique? Je veux dire, comment se fait le programme? Quelle est la part de la religion et puis aussi celle des matières classiques? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire que l'enseignement confessionnel islamique, par définition, est le type d'enseignement qui combine, ou du moins qui cumule entre l'enseignement du programme classique standard et l'enseignement des valeurs religieuses. Et est-ce que c'est un besoin particulier qui a répondu à la création donc, de ces écoles? Oui, bon, s'agissant de l'historique, il faut dire que les écoles islamiques en Afrique noire de façon générale et en Côte d'Ivoire de façon singulière existent depuis le XVIe siècle. Naturellement, cette école a connu plusieurs mutations allant d'une forme traditionnelle que nous appelons dans nos jargons le Dougmakalan, qui consistait donc pour les apprenants d'alors, j'explique, pour les apprenants d'alors de s'installer autour d'une flamme qui sert donc d'éclairage avec pour support d'études des tablettes que nous appelons des walagas, et avec essentiellement pour matière d'études le Coran et quelques matières qui viennent expliquer la pratique religieuse. Naturellement, cette forme a connu une mutation vers une autre forme qu'on appelle les écoles médersa, qui, à la différence du Dougmakalan, enseignait donc d'autres matières scientifiques. Et de cette forme de médersa, l'école va connaître une fois de plus une nouvelle mutation vers la forme des écoles franco-arabes qui, en plus des matières que j'ai citées tantôt, apprenaient la langue française comme une langue de communication. Et la dernière mutation en date est donc le modèle confessionnel islamique qui donne la priorité à l'application du programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire avec une ouverture sur la religion. Une ouverture sur la religion, mais est-ce que ces écoles arrivent à enseigner le nécessaire à l'enfant, surtout quand on sait qu'une grande partie quand même du volume horaire est consacrée à la religion pour les élèves qui sont en classe d'examen? Comment est-ce que cela se passe? Oui, naturellement, il faut dire que ces écoles arrivent à dispenser le programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire dans son intégralité.
Et c'est ce que motive d'ailleurs cet élan d'intégration de ces écoles dans le système officiel. Parce que quand une école est intégrée dans le système officiel de l'État de Côte d'Ivoire, naturellement, cette école doit s'atteler à appliquer le programme de l'État de Côte d'Ivoire dans son entièreté. Donc le côté religieux est secondaire. Le côté religieux est secondaire, dans la forme confessionnelle islamique. Quel est le taux de réussite, M. Bondé, de ces écoles aux différents examens? S'agissant du taux de réussite des écoles intégrées, en 2011, les 22 écoles qui ont été intégrées en 2011 ont fait un taux de réussite de 63,65%, ce qui était nettement supérieur au taux national qui était de 55,07%. Et en 2012, 2013 et 2014, le taux de réussite de ces écoles avoisinait les 85%. D'accord. Donc après le secondaire, quelles sont les options que ces élèves-là ont? Est-ce qu'ils vont dans les grandes écoles ou les universités classiques ou est-ce qu'il y a un circuit dédié à ces élèves? Pour les écoles intégrées dans le système officiel, ce sont des écoles normales comme toute école et l'élève est un élève normal de l'État de Côte d'Ivoire. Donc après son cursus scolaire au niveau secondaire, l'élève ne peut qu'intégrer les universités nationales. Pour ceux qui décident donc de continuer les cursus dans l'aspect normal et classique. Mais par contre, les élèves qui décident donc de s'orienter dans le cadre religieux, alors ces élèves-là se rabattent donc sur les universités islamiques, soit sur le plan national ou à l'étranger. Et on sait que ce n'était pas le cas avant. L'État ivoirien a décidé d'intégrer ces écoles dans le système éducatif national. Pourquoi cela? Il faut dire que depuis un certain temps, l'État de Côte d'Ivoire s'est résolument engagé à atteindre les objectifs de l'éducation pour tous, en assurant l'éducation à tous les enfants de ce pays. Aussi faut-il souligner que l'État s'est fixé pour objectif d'atteindre un taux de scolarisation de 100% à l'horizon 2020. Et ce taux de 100% à l'horizon 2020 ne peut être réalisé sans l'intégration de nos écoles, comme l'élément le disait tantôt. Parallèlement à ça, il faut également aussi dire que l'intégration de ces écoles répond au souci d'assainir ce taux d'enseignement et d'offrir les mêmes champs de réussite scolaire à tous les enfants de ce pays sans aucune distinction. C'est une révolution qui mérite d'être saluée. D'accord, et quand vous parlez d'assainissement, ça veut dire que vous avez un regard sur ce qui est dispensé dans ces écoles? Naturellement, nous avons un regard sur ce qui est dispensé dans ces écoles. On note à ce jour 325 écoles intégrées, mais on sait qu'il y a autour de 3000 écoles islamiques sur tout le territoire ivoirien. Quels sont les critères qui ont été retenus par le ministère de l'Éducation nationale? Naturellement, toute école qui aspire à l'intégration et à la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire obéit à une critère de sélection, à une grille de critères de sélection, je veux dire, que je peux résumer en 4 points essentiels. D'abord, nous avons le critère des infrastructures. Toute école qui aspire à la reconnaissance doit être construite en matériaux définitifs et solides et non pas en matériaux temporaires et fragiles, tels qu'en bambou, en paille ou des abris de fortune. Également, l'école doit être située dans un cadre sécurisé et sécurisant pour les enfants. L'école ne doit pas être, par exemple, dans un ravin ou sous une haute tension. Et également, l'école doit disposer d'un aire de jeu pour les enfants. Il y a également le critère des équipements. Entendez par équipement les équipements administratifs, pédagogiques, sportifs et parascolaires. Il y a également le critère des ressources humaines. Toute école qui aspire à une reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire doit être à mesure de disposer d'un corps enseignant qualifié et apte à dispenser le programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous avons enfin le critère pédagogique. L'école qui aspire à une reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire doit appliquer le programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire dans son intégralité, avec pour langue de transmission la langue française. Voici un peu de façon ramassée les critères exigés par le ministère de l'Éducation nationale. S'agissant du mode opératoire, si vous permettez, le mode opératoire de cette intégration, les écoles candidates s'inscrivent auprès des antennes pédagogiques, des DRENET. Et ensuite, des équipes sont envoyées sur place pour toucher du doigt les réalités de ces écoles. Et par la suite, un rapport est donc dressé et transmis à la CAICI, qui est la Commission nationale de l'accompagnement des établissements d'enseignement scolaire islamique, dirigée donc par l'inspecteur Drissa Kouyaté, que je salue au passage. Par la suite, un tamis est fait à ce niveau et les écoles sont réparties en 3 catégories, notamment la catégorie A, B et C.
Et tout ce rapport est donc transmis à qui de droit pour validation et par la suite, une cérémonie de restitution des résultats est donc organisée en présence des plus hautes autorités de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Et les écoles retenues sont donc orientées vers la DEP, qui est donc la direction de l'encadrement des établissements privés, qui naturellement leur demandera un complément de documents en vue d'enclencher un processus d'intégration définitive de ces écoles. D'accord, vous avez parlé du processus des écoles qui sont intégrées. Qu'en est-il pour celles qui ne sont pas intégrées, pour celles qui ne sont pas reconnues, quand on sait qu'elles sont la majorité du nombre d'écoles islamiques qui existent en Côte d'Ivoire? Les écoles qui ne sont pas reconnues, malheureusement, là vous me donnez l'occasion de lancer un appel aux promoteurs des écoles. L'État de Côte d'Ivoire ouvre une brèche pour nos écoles et cette brèche permettra donc à nos écoles de s'inscrire dans un cadre formel. Et toute école qui restera en marge de cette intégration, ces écoles, j'avoue que ces écoles plus tard seront peut-être sommées de fermeture parce que l'État de Côte d'Ivoire ne permettra pas l'émergence d'une sorte de désordre au niveau du secteur éducatif. Pour donner des éducations qui ne sont pas toujours conformes aux enfants. Naturellement. D'accord. Est-ce que on va revenir aux écoles qui ont été intégrées, qui sont formelles, qui répondent aux normes? Est-ce qu'elles bénéficient d'un soutien de l'État? Est-ce que les élèves qui y sont envoyés bénéficient également de prise en charge? Oui, ces écoles bénéficient en amont d'un soutien de l'État à travers tout cet accompagnement durant tout ce processus d'intégration. Et juste après l'intégration, ces écoles bénéficient d'un encadrement pédagogique et administratif. Quand on parle de soutien, tout de suite, c'est l'aspect pécuniaire et lucratif que les gens voient, que certains voient plutôt. C'est vrai, l'aspect pécuniaire et lucratif est très important. Nos écoles, je le reconnais, à l'instar des écoles et d'autres confessions sœurs, reçoivent une subvention financière de l'État de Côte d'Ivoire. Mais il y a un autre aspect de soutien qui, à mon sens, n'est pas moins important que l'aspect financier, qui est donc l'encadrement et l'accompagnement pédagogique. Parce que dès lors qu'une école est reconnue et intégrée officiellement dans le système éducatif formel, alors cette école a les mêmes droits et devoirs que toutes les écoles formelles. Donc du coup, elle bénéficie de tous les séminaires de mise à niveau, de renforcement de capacités et de recyclage organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Et cet aspect me paraît plus important. D'accord. Et on sait qu'il y a plusieurs niveaux dans l'enseignement confessionnel. Est-ce que tous ces niveaux-là sont concernés par les mesures que vous venez d'annoncer? Oui, tous ces niveaux sont concernés par la mesure d'intégration, sauf que l'intégration collective dont il est question ne concerne que le niveau primaire. Par contre, le niveau secondaire postule de manière individuelle auprès de la DEP en vue de leur intégration. Le niveau secondaire. Et après ce niveau, vous avez parlé d'intégrer dans les grandes écoles ou les universités normales qui existent. Mais est-ce que ces élèves qui sont formés dans les écoles confessionnelles ont les mêmes chances d'insertion que les autres? Naturellement, les écoles qui sont intégrées dans le système officiel, les élèves ne peuvent qu'avoir les mêmes chances que leurs camarades du système formel, dans la mesure où ils prennent part aux mêmes examens nationaux et à la clé les mêmes diplômes. Donc du coup, ils peuvent postuler au concours professionnel organisé par l'État du Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est prévu de créer peut-être des universités ou grandes écoles qui continuent ce programme qui a été entamé au cycle primaire avec ces enfants? Évidemment, c'est un défi d'ailleurs que nous souhaitons relever. Un des défis, d'accord. Avec cette politique d'intégration, ces élèves sont formés. Vous dites que ça, c'est un défi à relever. L'État vient de reconnaître aussi ces écoles. C'est une satisfaction. Quels sont les autres défis qui font face à cette école? En termes de défis, on peut noter la construction de collèges et de lycées confessionnels islamiques. D'autant plus que les établissements secondaires dont nous disposons en termes de capacité d'accueil n'arrivent pas à absorber tous ces élèves qui réussissent à l'examen du CEP et de l'entrée en 6e. Donc du coup, l'État de Côte d'Ivoire les oriente vers les établissements laïques. Ce qui, malheureusement, met un frein à cet élan d'apprentissage des valeurs religieuses. Et pourtant, notre souhait, c'est de voir nos enfants, ou du moins c'est de voir cette chaîne et cet élan d'apprentissage des valeurs religieuses, surtout le cursus de l'enfant jusqu'en classe de terminale. Et pour cela, nous nous sommes fixés le défi de construire au moins 32 lycées et collèges dans chacune des 32 régions de la Côte d'Ivoire. C'est un défi majeur, les moyens font défaut, mais je pense que les bonnes volontés et les partenaires entendront ce cri de cœur.
Parallèlement à ce défi majeur, il y a également un autre défi qui n'est pas moins important que le premier, qui est celui des diplômes obtenus dans les pays arabes. Il faut dire qu'avant cette mouvance d'intégration de nos écoles, il y a eu des gens qui sont passés par cette école et dont les études ont été soldées par l'obtention d'un baccalauréat au plan national. Et un baccalauréat délivré, non pas par l'État de Côte d'Ivoire, mais délivré par leur établissement, chose qui ne leur permettait pas d'intégrer les universités nationales. Donc ces gens sont trouvés pour palliatif de se rabattre sur des universités de pays arabes. Ils sont des dizaines de milliers à travers la Côte d'Ivoire. Certains ont la licence, le master en poche, le doctorat pour certains. Ils sont dans des situations oisives pour la simple raison qu'il n'y a pas de mesure d'équivalent de leur diplôme qui est mise en place. Et j'avoue que ça s'apparente à un problème social qui préoccupe la communauté musulmane au plus haut niveau. À sa tête, le Cheikh Bokari Fofana et le COSIM. Et nous pensons que nous avons confiance et nous avons foi en nos autorités. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, ce défi et ces plaidoyers de la communauté musulmane seront entendus. Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas d'équivalence pour ces diplômes-là. Et pour ces élèves qui reviennent avec ces diplômes, ou pour ceux même qui arrêtent après le bac, quels sont les débouchés qu'ils ont? Pour les élèves qui reviennent avec les diplômes des pays arabes, pour ceux qui ont appris la théologie, les mosquées peuvent les recueillir comme personnel de mosquée. Mais par contre, ceux qui ont appris d'autres disciplines ou d'autres filières scientifiques, alors s'il n'y a pas d'équivalence, ces gens ne peuvent qu'entreprendre d'autres activités qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont appris. D'accord, je rappelle que M. Karamoko Bondé Abda, vous êtes le directeur national de l'enseignement confessionnel islamique. Pour boucler cet entretien, comment vous voyez l'horizon? Oui, l'horizon, nous pensons que l'horizon de plus en plus est reluisant pour nous les acteurs de ce système. Par le passé, l'horizon était très sombre, permettez-moi de le dire, parce que là, par le passé, nos écoles étaient confinées au ministère de l'Intérieur. Vous convenez avec moi que le ministère de l'Intérieur ne dispose d'aucun département pédagogique. Donc, confiner nos écoles interministères, chose franchement qui nous mettait mal à l'aise, mais voir ces écoles être délocalisées du ministère de l'Intérieur vers le ministère original et originel qui est le ministère de l'Éducation nationale, cela constitue pour nous une lueur d'espoir et nous pensons que l'horizon désormais est dégagé et clair. Surtout qu'elle bénéficie maintenant d'une direction spéciale. Tout à fait. Que vous dirigez. Merci. Merci M. Karamoko Bondé Abdoulaye, directeur national de l'enseignement confessionnel islamique. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur RTI 1.